Alors, Yvan Perrin, 2008 a été une année mouvementée pour l'UDC. Exclusion de l'UDC Grison et création du PBD, démission de Samuel Schmidt, élection victorieuse d'Ouali Maurer au Conseil fédéral. Quels sont vos sentiments au regard de cette année passée? Je dirais que c'est un peu comme une omelette norvégienne. Il y a du chaud et du froid, n'est-ce pas? Ça dépend où on en est avec la cuillère. On a vécu une année très difficile. Il y a aussi eu l'initiative sur les naturalisations, qui était un échec retentissant. D'une manière générale, c'est contrebalancé quand même par un certain nombre ou un nombre certain de succès électoraux, notamment en Suisse alémanique. Donc, globalement, ça ne va pas si mal. Simplement, je dirais, les échecs ont été plus importants en taille que les victoires électorales, qui étaient plus importantes en nombre. Et on retient plus volontiers les échecs, mais globalement, l'année ne s'est pas si mal passée. Alors, parlons du futur. Un gros problème à régler est la crise financière qui est sensible pour toute la Suisse. Comment l'UDC entend-elle s'attaquer à ce défi? Alors, je pense que nous nous y attaquons depuis longtemps. Ça fait déjà un certain temps que nous disons qu'on doit assainir les finances. Nous le disions en période de vache grasse et nous étions les seuls à le faire. Tout le monde inventait de nouvelles charges. Nous voulions réduire les dépenses de façon à être prêts en période de vache maigre et nous avons été un petit peu entendus. Donc, nous sommes moins mal préparés que certains autres pays à affronter cette crise. Un élément important est de maintenir le flux d'argent dans notre pays parce que l'argent, c'est le sang du corps, si on veut bien, n'est-ce pas? Il faut que les salariés touchent leur salaire, que les producteurs soient payés pour leurs produits, que celles et ceux qui produisent des matériaux reçoivent la matière première et sont ensuite payés. Donc je pense que l'essentiel maintenant c'est de rétablir la confiance. Les banques sont un élément important, elles ont été parfois critiquées à bon droit, il faut le reconnaître. Néanmoins, elles ont un rôle essentiel à jouer, donc ce rôle doit être maintenu. Certaines pratiques doivent être corrigées, parce qu'il y a manifestement des abus, mais encore une fois, le système bancaire, c'est vraiment le système sanguin de notre économie et on doit veiller à ce qu'il fonctionne. Les pressions de l'UE sur la Suisse se sont intensifiées en 2008. Comment la Suisse va pouvoir défendre ses positions? Alors, je crois que en matière de fiscalité, nous avons conclu un accord avec l'Union européenne et immédiatement après, M. Steinbrück pour l'Allemagne et M. Wörth pour la France passent une deuxième fois et tendent la sébille. Une nouvelle fois, ça ne va pas. À un moment donné, on débat, on discute d'un accord. Une fois qu'il est signé, ça veut dire que les deux parties sont tombées d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et on a des intérêts, on a des désavantages, ça fait partie du jeu. Mais une fois qu'il est signé, on doit s'y tenir. Et ça, c'est très désagréable. On a un premier accord, ensuite on repasse tout de suite après pour quémander une seconde fois. Ça ne va pas. Et je pense que nous avons aussi des choses à offrir à l'Union européenne. Et l'Union européenne doit aussi admettre que nous sommes autonomes. Ce qui est intéressant, c'est que ces pressions se concentrent sur la Suisse, alors que certains paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne sont royalement oubliés. Donc là, il y a une différence de traitement assez regrettable. Je pense que la Suisse fait bien son travail. Nous prélevons l'impôt pour l'Union européenne, nous lui reversons. Je crois que ce sont des arguments que nous pouvons faire valoir. Nous avons un système différent. Si je compare avec la France, les Français payent plus d'impôts, mais dans l'impôt, ils ont aussi la Sécu, donc l'assurance maladie. Nous payons peut-être un peu moins d'impôts. Simplement, à côté, nous payons notre caisse maladie, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il faut aussi comparer l'entier des prélèvements obligatoires et pas seulement l'impôt. Le 8 février, nous voterons pour la reconduction de la libre circulation des personnes avec l'UE et l'extension à la Roumanie et la Bulgarie. Vous refusez ce texte. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, tout d'abord, c'est la création d'un automatisme. Si d'aventure nous disons oui cette fois, nous ne pourrons pas, comme on nous l'avait promis, voter sur chaque extension. Ça veut dire que dorénavant, chaque fois que l'UE accueille un nouveau membre, la Suisse devra l'accueillir également aux mêmes dispositions que les précédents. Et il y a la Croatie, il y a la Macédoine, il y a la Turquie qui sont en négociation. Si la Croatie et la Macédoine sont admises, on peut penser que les républiques issues du démantèlement de l'ex-Yougoslavie vont arriver aussi. Compte tenu, n'est-ce pas, de l'attitude de Mme Calmiré, on peut imaginer que
le Kosovo sera également accueilli à bras ouverts. C'est quelque chose qui nous inquiète. Et puis il y a naturellement toute la question des salaires, n'est-ce pas? Ces nouveaux pays sont de plus en plus pauvres. Plus on va vers l'est, plus les pays sont pauvres. Donc plus la pression sera élevée. Et il y a maintenant plusieurs jurisprudences de la Cour européenne de justice qui imposent aux pays qui reçoivent des travailleurs détachés de les payer non pas au prix pratiqué chez eux, mais au prix pratiqué dans le pays de départ, ce qui veut dire quasiment la moitié moins. Et si d'aventure cette disposition devait s'appliquer à la Suisse, ce qui sera certainement le cas au terme peut-être du délai transitoire, eh bien les entreprises suisses, notamment dans le bâtiment, n'arriveront plus jamais à s'aligner sur les salaires sur les prix que proposeront ces entreprises. Mais est-ce que la Suisse risque pas, en cas de refus de la libre circulation des personnes, de voir les autres accords tomber? L'UE a le droit de le faire, nous avons le droit de le faire aussi, c'est un contrat, n'est-ce pas? Et tous les contrats prévoient une clause pour y mettre fin avec les modalités, le délai. Donc c'est un risque, c'est un risque. Simplement, il faut voir que ce que nous demandons vis-à-vis de la Roumanie et la Bulgarie, c'est rien de plus, rien de moins que ce que l'Espagne envisage de faire, que ce que la Grande-Bretagne envisage de faire, que ce que l'Allemagne envisage de faire. Donc j'imagine mal que ces grands pays de l'UE nous reprochent de prendre des précautions alors qu'ils font eux-mêmes la même chose. Donc bien évidemment, il y a un risque, comme dans toute négociation, mais encore une fois, compte tenu du fait que nos préoccupations sont partagées par, encore une fois, des membres majeurs de l'Union européenne, j'imagine mal que l'UE nous reproche de faire ce qu'elle fait elle-même. Quels sont les autres points forts pour la nouvelle année pour l'UDC? Alors, pour l'UDC, c'est encore un peu tôt pour le dire. Je pense que pour la Suisse, il y aura très certainement la question de l'asile. On a vu encore tout dernièrement 1300 personnes sont arrivées sur l'île de Lampedusa. L'Italie n'arrive pas à suivre, donc c'est très clair. Et je pense que cette pression va remonter. Évidemment, ces gens arrivent au sud et montent contre le nord. La Suisse ne sera pas épargnée. On s'en est rendu compte déjà. Le taux de requérants monte. Les cantons prennent des mesures d'urgence. En tout cas, ceux qui, comme Neuchâtel, étaient mal préparés. Et je pense que ce sera le grand défi de l'année 2009, ce sera de gérer ces questions d'asile. La crise mondiale ne va pas faciliter les choses parce que c'est clair que dès lors que les conditions se dégradent dans des pays où elles sont déjà pas bonnes, la pression migratoire augmente. Ok, Yvan Perrin, bonne année. Bonne année à vous, merci.